Elle est de tous les plateaux radio et télé actuellement, BFM TV, Europe 1, RMC, France 5. Céline Pina signe Silence coupable avec ce sous-titre islamiste. Ils ne sont grands que parce que nos élites sont à genoux. Notre invitée, donc, c'est Céline Pina. Elle dénonce un aveuglement complice de la part d'élus de la République face à la montée de ce qu'elle appelle un islamisme décomplexé et revendicatif. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez, on va dire, élue sur le Val d'Oise. Vous avez été conseillère régionale d'Île-de-France, socialiste, également adjointe au maire de Jules Moutier. Donc aujourd'hui, vous écrivez, vous publiez donc cet essai, Silence coupable. Mais qu'est-ce que vous entendez par silence coupable? Qui est visé? Vous parlez des élites. Quelles élites? Alors c'est vrai qu'en premier lieu, je vais parler des politiques, pas tous, forcément certains, mais comme je vais concentrer mon tir sur ceux qui faillissent, forcément, si je fais des généralités, excusez-moi, mais c'est vrai que ça reste quand même relativement ciblé. Donc je parle en fait de ce que j'ai vu se passer finalement sous mon nez, où on s'est rendu compte en quelques années d'un basculement de certains quartiers. Il y a un indicatif très fort qui nous montre cela, ce sont les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans certains quartiers, vous voyez arriver des femmes voilées des pieds à la tête, et de plus en plus, vous pouvez être sûr que ces quartiers sont travaillés par des forces politiques qui ont un objectif extrêmement clair. Et ce qui m'a surtout blessée, c'est de voir à quel point, finalement, les gens dont la fonction principale est d'incarner le monde commun, qui sont des politiques, mais qui peuvent être aussi des hauts fonctionnaires ou des intellectuels, comment certains peuvent être dans un tel déni que finalement ils en arrivent à créer des situations d'inégalité extrêmement fortes sur notre sol et nous demandent de fermer les yeux par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal avec les politiques, avec les intellectuels qui pensent que finalement remettre en cause l'égalité entre les hommes et les femmes, finalement ça n'est pas si grave. Vous pourrez avoir des accommodements raisonnables sur ces questions-là. Je suis choquée de voir des élus qui ne font absolument pas attention aux associations qu'ils subventionnent. Alors ils le font peut-être par naïveté, ils le font peut-être par méconnaissance, mais parfois ils le font en toute connaissance de cause et par clientélisme. Parce que quand vous avez plus de 50% d'une population qui a arrêté de voter, ne reste pour voter que les hyper convaincus, donc des gens qui sont déjà partagés. Et finalement, les élections vont se faire sur un petit paquet de voix. Et le contrôle parfois de 200, 300, 400 voix quelque part peut ancrer un territoire d'un côté ou de l'autre. Et ces manipulations, c'est là où vont se nicher le clientélisme, et c'est là où on a oublié, où beaucoup d'élus ont oublié qu'ils étaient le représentant de tout un peuple, des habitants en règle générale, et pas des gestionnaires de clientèle On a l'impression que parfois que leurs électeurs sont des lots à la découpe qu'on favorise en fonction de ses intérêts. Ça casse notre société, ça casse notre monde politique et c'est en train de détruire finalement le lien entre les citoyens et leurs représentants. Voilà, et ça c'est de droite comme de gauche, ce clientélisme que vous dénoncez? Oh oui, je dirais même si malheureusement, la gauche a peut-être, institutionnalisé le phénomène. Je pense par exemple au 93, quand la droite s'est dit qu'il fallait se réintéresser au 93 et reprendre une partie du 93 à la gauche, elle l'a fait en allant chercher exactement les mêmes réseaux clientélistes et en faisant monter les enchères. Donc non, c'est même dramatique. Ouais. Moi, je suis au stade où aujourd'hui... je serais prête à soutenir n'importe quel élu républicain qui soit fiable sur ces questions-là. Et je dois reconnaître que j'en connais extrêmement peu, de droite comme de gauche. C'est-à-dire que vous, femme de gauche, en 2017, lorsqu'il s'agira de choisir un président, une présidente, plutôt que voter à gauche ou voter socialiste, puisque vous êtes socialiste, vous pourriez voter pour quelqu'un qui défend réellement la laïcité, en tout cas la laïcité telle que vous la concevez? C'est-à-dire une laïcité, on croit comprendre, en fait, intransigeante? Oui, on pourra en rediscuter. En fait, je voterai pour quelqu'un qui soit capable de préserver ce monde commun, la promesse qu'on nous a faite quand nous sommes venus au monde. Donc la promesse d'un monde, puisqu'il faut quand même lui donner un contenu, où les hommes et les femmes sont égaux, mais plus largement, où les êtres humains sont égaux devant la loi, à raison du partage de leur humanité commune. Je refuse un monde où les droits seraient liés à des appartenances, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient religieuses ou philosophiques.
Voilà ce monde où les droits sont différents, ce monde où les êtres humains sont irréductibles les uns aux autres et quelque part ennemis parce qu'il faut qu'ils affirment leur particularisme. Ça, je n'en veux pas. Je veux d'un monde également où on puisse s'émanciper, où on puisse vraiment vivre ensemble. Aujourd'hui, les interdits religieux, c'est simple, ils ont toujours porté sur la même chose. Ils portent en général sur la nourriture et sur le lit. Pourquoi ? Parce que ce qui permet de se connaître, ce qui permet de faire société ensemble, c'est l'échange et le partage. Le premier des partages, c'est la table. C'est le partage de nourriture. Quand vous ne pouvez plus partager de nourriture, ou quand on vous signale que votre nourriture est impure, quelque part c'est vous qui êtes impur. Donc il y a une forme de rejet qui est extrêmement violente. Et la deuxième chose, c'est le lit. On en arrive, y compris, à avoir des idéologues qui sont très souvent aujourd'hui ce qu'on appelle les islamo-gauchistes, qui en arrivent à développer une vision du refus de la mixité et même du refus du métissage, en disant le métissage, c'est la marque de l'homme blanc, de la domination du blanc sur les autres ethnies. Et donc tout métis porte en lui cette impureté fondamentale. Mais c'est une horreur d'en arriver à ça. On arrive aujourd'hui à avoir des antiracistes qui nous produisent des théories racistes. Quelqu'un comme Ouria Boutelja, qui dirige le Parti des indigènes, a écrit un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous. Rien que le titre est déjà une horreur, dans lequel il est dit, par exemple, si une noire se fait violer par un blanc, il faut qu'elle le dénonce parce que c'est une atteinte, une domination et presque un acte post-colonial. Si la même personne se fait violer par quelqu'un de son ethnie, il faut qu'elle se taise au nom de la protection de la famille. On en arrive à des logiques qui sont aberrantes et dangereuses. Et qui ne font qu'alimenter des haines irréductibles. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'apaisement et on a besoin au contraire de transcender ces identités-là. Les transcender, c'est pas les nier. Elles continueront à nous travailler, elles continueront à nous habiter. Mais à un moment donné, de se demander, on a une humanité à partager en commun, qu'est-ce qui va nous permettre de construire ce monde qui sera prêt à nous accueillir, nous, les enfants qui viendront, et qui offriront une garantie. Ou des garanties. Et souvent, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il est menacé. Vous dites qu'il est menacé par les compromissions en fait, de certains élus de la République avec ce que vous appelez les islamistes quiétistes. Alors, c'est quoi les islamistes quiétistes ? Alors, on a les djihadistes qui nous tuent, au moins c'est très clair. Les islamistes quiétistes sont ceux dont on va nous dire, mais écoutez, aujourd'hui c'est presque le meilleur rempart contre les djihadistes, parce que ce sont des gens qui ont un véritable discours religieux et qui pourraient ramener les gens vers le vrai islam. Sauf que c'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont avant tout des politiques. Ce dont ils sont porteurs, c'est d'un projet politique. Leur projet politique, c'est effectivement de faire régner la charia en France. C'est l'islamisation de la France, de l'Europe, enfin, tout dépend le pays dans lequel ils sont implantés. C'est aussi l'islamisation des pays maghrébins. Enfin, les premiers à nous avoir prévenus des ravages de l'islamisme, ce sont les Algériens qui sont arrivés ici au moment où il y avait des violences dans leur pays avec le FIS et le GIA. Eux sont arrivés, quand ils ont vu arriver les islamistes, ce sont les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme en disant faites attention, islamistes et musulmans, ça n'est pas la même chose. Parlez à un musulman, vous lui parlez d'un islamiste, il ne fait pas d'amalgame, il ne fait pas de confusion. Il sait très bien que vous ne lui parlez pas des musulmans. Voilà, donc ce que vous montrez le doigt, c'est finalement les salafistes. Ce sont les salafistes et les frères musulmans, en fait, tous ceux qui sont les wahhabites, en règle générale. Donc des gens qui, en fait, ont des obédiences qui peuvent être concurrentes, mais qui ont tous la même vision de la société et le même projet d'avenir. Et leur vision de la société, c'est une vision totalitaire, c'est une vision dans laquelle l'interdit religieux surplombe les lois des hommes, et c'est un monde global dans lequel finalement on ne peut qu'être soumis, parce que vous pourriez toujours, quand c'est la loi des hommes, vous pouvez toujours contester la parole d'un homme. On peut toujours se dire, peut-être que le compromis qu'on a créé doit être mis en cause, etc. Quand c'est l'ordre d'un Dieu, vous êtes dans ce qui est incontestable, ce qui est immanent, ce qui doit être permanent. C'est impossible. Moi, je veux des régimes que l'on puisse contester. Et aujourd'hui, sur le terrain, dans les territoires de la République, vous avez le sentiment que ces voies-là progressent ? Oui, et elles progressent. Et un des première chose qui fait qu'on les a aidés à progresser, c'est la victimisation. Quand vous avez des politiques qui tiennent un discours
qui est uniquement de dire, écoutez, vous ne trouverez pas de travail parce que la France est raciste, parce que vous êtes discriminés, parce que, vous donnez une martingale excellente à des gens pour justifier tout leur échec, mais aussi toute leur paresse. Sauf qu'on oublie aujourd'hui que c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de gens dans ces quartiers qui font des études, qui réussissent. En revanche, ce qui est vrai, c'est que tous ceux qui vous font pleurer sur le racisme, comme Benzema l'a fait de façon écœurante il n'y a pas très longtemps, Benzema n'a pas été choisi en équipe de France parce qu'il n'en est pas digne de par son comportement et de par les charges qui pèsent sur lui. Et il n'y a rien à voir avec sa couleur de peau ou avec son origine. À partir du moment où des gens instrumentalisent le racisme comme ça, on oublie en fait les vrais problèmes qui sont dans les quartiers, qui sont les gens qui jouent le jeu de la République, qui font des études, qui font des efforts, qui n'ont pas un problème d'inemployabilité. Et ceux-là, on ne les aide pas. Ce que vous dénoncez, c'est finalement des élus qui ne voient pas ça, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est quoi? C'est une minorité dans ces quartiers, dans ces territoires de la République, des élus qui sont en train de progresser. C'est une minorité qu'on comprenne bien. En fait, les élus ne s'intéressent qu'à des gens qui sont extrêmement revendicatifs, qui vont utiliser leur religion pour obtenir quelque part des parts de marché de pouvoir supplémentaires, qui vont être vraiment dans l'instrumentalisation de leur communauté. Et c'est ces gens-là qu'ils font monter, y compris dans les appareils politiques. Et en revanche, ils ne s'intéressent absolument pas à des gens qui ont joué le jeu de la République, qui ont fait des études, qui aujourd'hui ne demandent qu'à travailler, qui sont parfaitement employables, qui maîtrisent les codes. Ceux-là, on ne s'intéresse pas à eux, ils doivent brûler pas assez de poubelles. Et en plus, le message qu'on envoie du coup, c'est de dire si tu joues le jeu de la République, alors tu n'auras rien. En revanche... Donc vous faites bien la différence entre le citoyen français de confession musulmane et en fait ceux qui prônent l'islam, un islam radical, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui on a le sentiment que c'est quand même très compliqué de vivre en France, d'être citoyen français de confession musulmane. On a l'impression que tout le monde parle pour soi. Mais c'est compliqué, c'est assez fatigant. C'est compliqué parce que finalement l'amalgame il a été fait. Au moment où on a été dans le déni et on a refusé de mettre la barrière au bon endroit, autrement dit entre islamistes et musulmans, où on a été dans un pas d'amalgame qui en fait était très très mal expliqué, là on a créé tous les amalgames. Et oui, aujourd'hui c'est compliqué d'être citoyen de confession musulmane en France, mais c'est d'autant plus compliqué que la barrière n'est pas mise au bon endroit, mais aussi qu'à chaque fois qu'on tend un micro, on tend un micro à un imam. Vous avez des gens qui sont géniaux dans ce pays. Moi, je pensais à Fouzi Benhabib, qui est le papa de Jamila Benhabib, qui vit à Saint-Denis, qui vous racontera, qui vous parlera de l'évolution de cette ville avec encore beaucoup plus d'intelligence que je ne suis capable de le faire. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Lui, il connaît très bien ces questions-là. C'est votre cible, le maire de Saint-Denis actuellement, c'est votre cible, à ce que j'ai cru comprendre. Parce que je suis extrêmement choquée de voir un maire tout se permettre. C'est-à-dire que c'est quand même un maire qui a réussi à prêter une salle moins d'un mois après les attentats de Paris, moins d'un mois après qu'on ait eu une intervention extrêmement dure sur Saint-Denis. Oui, Saint-Denis est un Molenbeek-sur-Seine, bien sûr, et qui se défausse de tout, alors qu'il a largement contribué à installer la situation dans laquelle on vit. Alors qu'aujourd'hui, c'est le premier à servir la soupe aux indigènes de la République, c'est le premier à inviter des Tariq Ramadan, des Marwan Mohammad à parler. Vous êtes maire demain d'une ville de banlieue, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, très concrètement, vous commencez à réfléchir à qui vous choisissez comme interlocuteur. Quand vous envoyez des messages très clairs, comme le pouvoir se fait dans le lien avec le politique et l'instrumentalisation des communautés aussi se fait comme ça, vous envoyez des messages très clairs qui sont « non, je suis désolée, moi je suis prêt à prendre ma perte, oui je suis prêt à perdre, je suis prêt à perdre mais pas à détruire mon pays, pas à détruire ma société ». Donc ça commence à dire voilà, vous êtes le représentant d'un lobby, de déconstruire les discours et de dire non, vous n'avez plus accès à mon bureau, non, je ne faciliterai pas les choses pour votre association, non, vous n'aurez pas de subvention. Apprendre à dire non, apprendre à se renseigner sur ses interlocuteurs, apprendre à faire la publicité de cela. C'est par exemple le terrain républicain sur c'est quand on a sur Pontoise, sur Cergy-Pontoise, quelque chose comme le Salon de la femme musulmane, c'est de se dresser et de dire non, ces discours-là sont impossibles à entendre. On n'a pas le droit de dire que si des enfants écoutent de la musique, ils se transformeront en porc et en singe. On n'a pas le droit de dire qu'on a le droit de violer les femmes si elles ne sont pas voilées. On n'a pas le droit de dire que la femme est inférieure à l'homme.
pas dans ce pays. Et tous ceux qui se comporteront comme ça, oui, ils ne trouveront pas du travail, oui, ils seront regardés de travers, et c'est bien naturel. Merci Céline Pina, on arrive au terme de cet entretien. Donc Céline Pina, Silence coupable, qui est sorti aux éditions Kéro. Merci d'être venue sur ce plateau. Et on se retrouve quant à nous très bientôt avec un nouvel invité.